Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunira les représentants dans la Loire des partis politiques pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Résilience, un rendez-vous animé par Jean-Marc Chazot. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous politique, c'est Résilience. Retour sur un fait marquant de l'actualité de la semaine. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Lionel Boucher, président de l'UDI dans la Loire. Bonjour. Robert Bonjour. Plac, responsable du parti Les Républicains. Bonjour. Bonjour. Olivier Longeon d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour. Et cette semaine, nous rejoignent Johan César, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans la Loire. Bonjour. Ainsi que David Koffer, référent de la République en marche dans la Loire. Bonjour. Messieurs, soyez les bienvenus pour ce rendez-vous. Vous êtes tous élus locaux et le thème retenu cette semaine, c'est la question des manifestations des bords de vent. Black Bloc, y a-t-il encore un état de droit ? Pouvons-nous encore manifester en France ? Vous êtes le dernier arrivé, David Koffer. Votre avis sur la question ? Sur le droit de manifestation, de toute façon, il est inscrit dans la Constitution, donc il n'est pas question de le remettre en cause. Et on peut manifester, on a même le droit de manifester, même le devoir dans certains cas en fonction de l'actualité. Le problème n'est pas tant le droit de manifester, le problème il est de savoir si aujourd'hui on peut encore manifester, défendre des opinions, sans que ces manifestations soient altérées par des débordements extrêmement violents et inadmissibles. C'est ça la vraie question. Alors après, sous-jacent, il y a d'autres questions qui viendront se greffer dessus. Mais enfin bon, on a 22 minutes, je ne veux pas monopoliser le temps. Mais la vraie question, ce n'est pas le droit ou le devoir de manifester en fonction de comment on se passe, mais c'est de voir si on peut encore manifester librement et tout en sécurité, aussi bien pour les manifestants que pour les forces de l'ordre. Lionel Boucher, vous partagez cet avis ? On a le droit de manifester, oui, à l'évidence, puisque c'est un droit qui a valeur constitutionnelle, donc il est inenvisageable d'interdire les manifestations. Ce qu'on peut noter, c'est que quand celles-ci sont encadrées par des syndicats constitués, elles se déroulent bien. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la fin de ces manifestations qui, elles, se déroulent toujours mal. Les fameux black blocs qui viennent prendre position en avant des cortèges et qui se permettent non seulement d'agresser les forces de l'ordre, mais aussi de casser, d'endommager, ce qui donne ces images infernales qu'on nous présente. Moi, je crois que là, la situation, elle doit être extrêmement simple. Et vous allez voir, là encore, qu'être centriste permet d'être très ferme sur les valeurs régaliennes. À la fin du cortège de la manifestation, à son terme, à partir du moment où le commissaire de police présent demande la dissolution du cortège, ceux qui restent doivent prendre leurs responsabilités et savoir que force doit rester à la loi et que l'armement disponible dans un cadre légal à la disposition des forces de l'ordre sera appliqué. Et donc, il faut faire cesser ces infractions qui sont scandaleuses. Johan César, votre avis sur la question ? Oui, alors, comme les prédécesseurs l'ont rappelé, évidemment, la liberté de manifester, le droit de revendiquer, c'est justement l'un des fondements de l'état de droit. C'est un droit qui a été rappelé, donc constitutionnel. Donc, beaucoup de Français l'ont utilisé depuis des années, des décennies et des siècles, depuis la Révolution française, pour pouvoir affirmer une opinion, affirmer une revendication dans la rue quand on ne peut pas forcément l'exprimer d'une manière démocratique par le vote, et ben on l'exprime dans la rue pour exprimer une opinion. Et pour moi, ça me semble essentiel qu'on puisse continuer à le faire. Moi, c'est comme ça que j'ai mis les premiers doigts dans la politique pour pouvoir discuter, rencontrer des représentants syndicaux, politiques. C'est aussi un lieu de discussion et d'échange, les manifestations, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle des black blocs, c'est le sujet de ce soir, mais ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Dans les années 70 et 80, il y avait aussi des groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite qui utilisaient justement les manifestations pour détourner, on va dire, la revendication principale des manifestants qui, eux, manifestaient pour défendre leurs droits ou en conquérir des nouveaux, qui utilisent la manifestation pour d'autres intérêts, pour s'affronter. Ça a toujours existé. Je pense que, et peut-être que nous l'évoquerons tout à l'heure, il faut aussi, je pense, droite comme gauche, revoir aussi toute notre politique du maintien de l'ordre. Le problème, ce n'est pas la manifestation, c'est ce qui se passe après, comme M. Boucher l'a rappelé, à la fin de manifestation. Comment on gère les sommations pour la dispersion,
Il y a aussi aujourd'hui des phénomènes nouveaux. Vous prenez les réseaux sociaux, on aime se filmer en fin de manif. Il y a un attrait de la vidéo, de l'image, de manifester, de montrer la violence. Il y a aussi les chaînes d'infos en continu qui sont en direct du début à la fin de la manifestation et certains y trouvent un intérêt pour se montrer et pour tout casser. Or, il y a à peine une dizaine d'années, une manifestation faisait un sujet de 2 à 3 minutes dans un JT d'information et on pouvait parler 20 à 30 secondes, peut-être, s'il y avait eu lieu, des heures en fin de manifestation. Aujourd'hui, on est sur 1 ou 2 heures de direct en permanence sur 4 chaînes d'information où les gens peuvent se montrer. Et ça aussi, c'est aussi un problème. Et il faut condamner, à mon avis, toutes les formes de violence, d'où qu'elles viennent. Monsieur Macron, le président de la République, l'a fait par exemple pour les violences policières. Il faut le faire sur toutes les formes. Nous, en tant que républicains, nous ne pouvons pas accepter la violence comme une forme d'expression politique. Robert Carulac, votre avis sur la question? Le droit de manifester, bien sûr, mais je pense que le droit de travailler pour les commerçants est aussi essentiel. Le droit de se promener tranquillement dans les rues des centres-villes le samedi après-midi sans être confronté à des scènes de violence me semble également très, très, très important et tout aussi fondamental. Le droit aussi de faire respecter le droit finalement, parce que la République est bafouée tous les samedis devant les chaînes de télévision, mais ce n'est pas parce qu'il y a des chaînes de télévision que la République est bafouée. Je crois qu'il ne faut pas inverser les responsabilités. Et puis je m'interroge, il y a des gens sincères qui manifestent, ça je n'en doute pas un seul instant, et ils ont sans doute de bonnes raisons de manifester, puisqu'ils ont le sentiment d'être face à un pouvoir autiste, qui n'écoute pas les Français, qui prend des décisions entre l'absurde et l'arbitraire, bien souvent, particulièrement dans la gestion de la crise sanitaire. Et donc, il y a une mauvaise humeur, il y a une espèce de fatigue générale, d'épuisement démocratique qui sont préoccupants pour l'avenir et qui peuvent conduire effectivement un certain nombre de personnes sincères à vouloir s'exprimer, à vouloir manifester. Maintenant, les casseurs, il faut les appeler par leur nom. Ceux-ci ne viennent pas pour manifester. Il ne faut quand même pas nous prendre pour des idiots. La politique, leur engagement ou leur supposé engagement politique n'est qu'un prétexte pour pouvoir se livrer à des pillages, à des destructions, à des incendies, comme ça, le samedi, à venir se défouler dans l'espace public, en sachant que ce sont les Français qui payent, ce sont nous qui allons payer tous ces dégâts et le coût immense, finalement, que vont finir par coûter ces manifestations qui durent depuis maintenant des mois et toujours avec les mêmes situations de casse et de violence à la fin. Et enfin, Olivier Longeon, on termine par vous sur cette question des manifestations et des Black Blocs. Oui, alors, plusieurs choses. Ça a été dit, je crois qu'on a tous le droit de manifester, c'est une richesse de notre République. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, ça ne se passe pas comme ça. On a le devoir de manifester quand on a des choses à défendre et c'est complètement légitime ce qui se passe. On a des scènes de violence qui sont mises en valeur par les médias quand même, parce que les manifestations qui sont mal terminées, ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, mon père me racontait des manifestations des années 40 pour la sécurité sociale, et notamment lui, c'était la sécurité sociale étudiante qu'il réclamait à Paris avec les étudiants. Ils ont déjà eu des problèmes. Nous, écologistes, on se souvient de, malheureusement, Crémalville 1976 et ainsi de suite. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se retrouve dans des cas de grande violence quand les manifestants, comme on l'a dit, il y a eu une mauvaise gestion de la manifestation et des syndicats avaient une véritable expérience et peut-être la perte de vitesse de ces syndicats aujourd'hui, on en voit les conséquences. Il y a aussi des violences policières, c'est incontestable. Sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est surtout quand même Paris. Pour nous qui sommes stéphanois, on est heureusement quelque part un peu épargnés, même beaucoup épargnés. Sur la manifestation de Paris de la semaine dernière, j'ai vu quand même qu'un grand nombre d'élus du conseil municipal de Paris ont dit que la manifestation avait été particulièrement mal gérée. Là, il y a peut-être des choses et des enseignements à tirer, des choses à faire évoluer. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que dans ces manifestations s'exprime un ras-le-bol, un peu ce que disait Robert Carulac. Il y a une usure des Français, il y a des gens qui sont vraiment
dans de très grandes difficultés financières, qui ont manifesté par exemple avec les Gilets jaunes. Il y a des gens qui sont dans des souffrances importantes à cause du Covid ou autre. Ça ne peut que ramener de la violence. Et tant qu'on ne s'occupera pas de résoudre ces problèmes-là, on risque d'avoir d'autres manifestations comme ça. Et c'est bien regrettable. Merci beaucoup. Deuxième partie de ce rendez-vous, le sujet d'actualité locale qui a retenu votre attention cette semaine. C'est lequel, Lionel Boucher ? Écoutez, vous me permettrez d'avoir en cette semaine une pensée pour Valéry Giscard d'Estaing, qui fut président de la République française de 1974 à 1981. Il est le dernier président de ma famille politique au centre droit de l'échiquier politique français. Ça a été un président qui a été réformateur, qui a apporté beaucoup, l'indépendance énergétique de la France, la majorité de 18 ans à 21 ans, le droit de vote à 18 ans, les grandes réformes sociales, les lois Veil. Ça a été celui qui a mis sur les rails le TGV, qui a permis l'envol d'Airbus et du Concorde. Il a été un grand Européen convaincu. Donc je voulais retenir cette semaine dans l'actualité, avec mercredi, cet hommage, cette journée de deuil national, avoir une pensée pour ce grand président de la République française à qui la France va donner maintenant sa juste place, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Merci Lionel. Joanne César, vous, le fait d'actualité locale qui a retenu votre attention cette semaine, c'est lequel ? C'est toute la communication qui est mise en place par Laurent Wauquiez pour lancer sa grande campagne de tests massifs. Je peux donner une information, je suis membre de la commission santé de la région et j'ai posé un certain nombre de questions au vice-président de santé du conseil régional. Et derrière les objectifs initiaux affichés par Laurent Wauquiez, qui étaient, je rappelle, 4 millions de personnes testées, il m'a été répondu que finalement l'objectif, ce sera entre 500 000 et 1 million. 10 000 personnes mobilisées, volontaires. Pour l'instant, l'objectif descend à 2 000. On voit qu'on n'est pas du tout sur les annonces qui avaient été faites. Et ensuite, 1 000 centres de dépistage. Et pour l'instant, aujourd'hui, nous en serions plutôt à 400. Donc, moi, je suis assez en colère que l'on puisse utiliser le Covid et l'urgence sanitaire pour refaire une campagne de promotion politique. On l'a vécu au premier confinement avec la campagne sur les masques. M. Wauquiez, il fallait absolument qu'il se montre en photo avec la presse pour la distribution des masques dans les communes, avec des coûts faramineux. D'ailleurs, j'invite les auditeurs et téléspectateurs à écouter un très bon sujet sur France Inter, sur toutes les régions, quelles que soient les couleurs politiques, une enquête qui a été menée pour ces achats de masques. On pose la question de la fiabilité des tests. Vous savez, des tests uniquement salivaires et des tests antigéniques, alors que la moitié d'entre eux ne sont pas bons, ne sont pas fiables. Il va, comme pour les masques, il va désorganiser l'existant. Vous avez vu des communes comme à Charlieu, par exemple, très récemment, cette semaine, qui refusent qu'un centre de la région soit ouvert parce que ça va désorganiser l'existant. C'est comme un chien dans un jeu de quilles, puisque toute l'organisation, l'État, les services de santé, l'ARS est déjà organisé sur le territoire. Saint-Étienne sera aussi une des 3 communes où il y aura une organisation de la part du gouvernement. Et là aussi, la région peut désorganiser ces services-là. Et c'est aussi l'utilisation de l'argent public, tout simplement, de la région, puisque ce n'est pas une compétence de la région d'assurer comme ça la distribution de tests. Et moi, j'estime, et je vais en terminer par là, que si il voulait aider dans le bon sens du terme, il pouvait très bien apporter des volontaires pour gérer les appels téléphoniques nombreux. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut les cas contacts, défaire toutes les chaînes de contamination. Là, ça aurait été utile. Envoyer des tests dans les labos existants, dans les centres, dans les structures existantes, plutôt que d'en créer des nouvelles. Et par exemple, aussi mobiliser, pourquoi pas, les élèves infirmiers des IFSI qui auraient pu accompagner les labos qui sont peut-être aujourd'hui surchargés. Donc voilà, on reçoit par exemple aujourd'hui un beau courrier, on assure surtout la communication. Et quand on va sur le site de la région, quand on regarde derrière les objectifs affichés, on est très loin du compte et de ce qui a été annoncé. Donc, plutôt que de la communication, ce qu'il faut, c'est de l'action et le rassemblement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19. Merci Joanne. Robert Kerulac, le fait d'actualité locale qui vous a marqué cette semaine. La semaine dernière, j'ai traité du même sujet que Lionel Boucher et là, je vais non pas répondre à Joanne César, mais aborder le même sujet d'un point de vue, vous l'imaginez, sans doute différent. Je pense que la région
avec Laurent Wauquiez, hein, a été extrêmement réactive, comme d'autres régions en France, hein, ce n'est pas la seule, sur ces questions de protection des citoyens dans le cadre de la crise sanitaire, avec la distribution de masques, pour lesquels de nombreux bénévoles ont été mobilisés, afin qu'elles se fassent dans des conditions de rapidité et d'efficacité qui répondent aux attentes de nos concitoyens. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une campagne de test qui est mise en place par la région. L'État, d'ailleurs, réagit un peu plus tardivement et sans doute peut-être en réponse à Laurent Wauquiez, en organise une également sur la ville de Saint-Étienne, avec les tests disponibles sur le marché. Enfin, je veux dire, les tests produits par les laboratoires. La région ne peut pas créer des tests qui seraient plus fiables que ceux que l'on utilise actuellement. Donc, je ne vois pas très bien en quoi le fait que ce soit la région qui organise les tests les rendrait moins fiables que tous ceux qui sont pratiqués actuellement dans les laboratoires et souvent sur les conseils de l'ARS ou des services de l'État. Donc Laurent Wauquiez se mobilise, il n'y a pas du tout de campagne politique là-dedans. Il ne faut pas avoir de la politique partout. Il y a des attentes sanitaires chez nos concitoyens qui sont extrêmement fortes, en particulier pendant cette période qui précède les fêtes de Noël. Nos concitoyens ont envie d'être rassurés du mieux qu'on pourra le faire avec les tests dont on dispose, afin que les fêtes de Noël puissent se passer dans des conditions acceptables et restent des fêtes. Et ça me permettra de parler aussi d'un petit événement local qui s'est déroulé samedi, puisque nous avons éclairé avec Lionel Boucher, avec Gaël Perdriau, Pascal Lacour, Gilles Artigue, le sapin de Noël de la place Jean Jaurès et inauguré en même temps les illuminations de la ville de Saint-Étienne pour essayer de préserver la magie de Noël malgré évidemment les restrictions et les contraintes que nous subissons. Et cette magie, pour pouvoir pleinement en profiter, peut-être que les tests de la région seront utiles eux aussi. Merci beaucoup Robert. David Koffer, vous, le fait d'actualité locale qui a retenu votre attention, c'est lequel ? Je vais pas être bien différent de mes deux prédécesseurs qui ont pris la parole, que ce soit Robert Carhulac et Joanne César. J'ai reçu, moi, hier matin, en tant que maire de Saint-Romain-les-Atteux, le kit complet de communication de la région, qui est très bien fait d'ailleurs. Vu que la mairie était fermée du temps de midi dans le village où tout le monde se connaît, donc je l'ai reçu à la maison. Donc j'ai pu l'amener moi-même à la maison, ne sachant pas ce qu'il y avait exactement dans ce carton. En termes de communication, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Hein. Depuis 2015, c'est le top du top, c'est le haut de gamme. On est habitué, voilà. Bon, on est habitué, c'est comme ça. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y aura une campagne nationale qui a été décidée sur 3 villes, donc Saint-Étienne. Après. La communication s'arrêtera au plus tard, de toute façon, le 31 décembre ou le 1er janvier, parce qu'après, nous allons rentrer dans la période électorale, donc on ne pourra plus dépenser comme ça. On a eu le même coup il y a quelques jours aussi concernant les purificateurs pour les écoles. Là, exactement pareil, grand renfort. Bon, après, quand on va effectivement, moi, naïvement, bêtement, c'est un petit élu, communautaire des Monts du Pilat et d'un petit village rural, je vais sur le site de la région, puis je pianote sur voir un peu ce qu'il en est, et effectivement, on ne trouve pas grand-chose. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on le sait. On est dans une période préélectorale, tous les coups seront permis, donc tact, peu importe. C'est en tout cas pour moi, ce n'est pas une surprise, et je pense que peut-être nous sommes aujourd'hui le 8 ou le 9 décembre, je ne sais plus exactement. Il faut s'attendre d'ici le 31 décembre, je pense, de la part du président Wauquiez à d'autres manifestations de ce genre. Ce n'est pas la préoccupation principale. Et là, par contre, j'aurai un point de convergence avec M. Carhulac. La ville de Saint-Étienne a inauguré les fêtes de Noël avec un sapin. Nous-mêmes, petit village, pour la première fois depuis des années et des années, nous avons décidé de mettre en place un sapin issu d'une forêt communale, dont je tiens à préciser que ce sapin devait, quoi qu'il en coûte, être coupé pour éviter toute mauvaise rumeur. Et nous allons aussi organiser pour la première fois un marché de Noël le dimanche. Donc vous êtes cordialement invités à Saint-Romain-les-Atteux le dimanche 20 décembre, dans le respect des gestes sanitaires bien évidemment, pour un premier marché de Noël. Donc voilà, là c'est un petit clin d'œil sympathique en tant que premier magistrat de cette belle commune du Pilat. Le rendez-vous est noté, David. Merci beaucoup. Merci. Olivier Longeon, on termine avec vous. Alors, le fait d'actualité locale qui a retenu votre attention cette semaine. Je vais changer de sujet quand même. J'avais aussi envie de parler des tests, mais je vais changer de sujet. Je vais dire que c'est ce qui arrive aux étudiants de médecine de Saint-Étienne.
qui arrivera peut-être pas, mais qui pour l'instant est annoncé, c'est le fait que s'ils ont le Covid et qu'ils ne peuvent être dans la salle d'examen, eh bien en fait, ils sont presque condamnés à redoubler leur examen. Là, il y a quelque chose qui est complètement fou pour moi, qui est discriminant. Il faut trouver la solution d'organiser ces examens d'une manière différente, même isoler les cas Covid dans une salle spécifique pour qu'ils passent leur examen, je ne sais pas. Mais on demande beaucoup à ces étudiants en médecine, pour certains, c'est-à-dire qu'on leur demande d'être le renfort aussi de l'hôpital, un hôpital qui a été quand même très, très, très chargé par les cas de Covid. On leur en a demandé le maximum. D'ailleurs, on parlait des étudiants infirmiers, mais on a mis des dizaines d'étudiants, des centaines d'étudiants infirmiers en France à faire du travail d'aide-soignant. Donc leur stage, ils sont inquiets, leur stage n'a pas exactement la même valeur. Moi, je pense en fait c'est un peu symbolique ce qui arrive à ces étudiants en médecine, et j'espère qu'on en sortira par le haut. C'est un peu symbolique de ce qui arrive à toute une jeunesse. Il y a effectivement tout le 4e âge qui est menacé dans sa vie, parce qu'il y a peur de la suite quand il attrape le Covid, mais il y a aussi toute notre jeunesse qui se retrouve avec une année dans laquelle on ne peut pas bien sortir, pas bien voir les copains, et quelque part on passe des examens dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Donc je crois que ce qu'il faut absolument, c'est qu'il n'y ait pas d'examen au rabais et que les étudiants en médecine aient le droit de passer d'une façon ou d'une autre ces examens-là. Voilà. Merci beaucoup Olivier, c'est ainsi que s'achève ce rendez-vous politique cette semaine. Il me reste quant à moi plus qu'à vous remercier de votre participation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Résilience. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci et à la semaine prochaine messieurs. Merci, bonsoir.